Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et Au Quotidien, la suite en ce mercredi 27 novembre. Et à la présentation ce soir, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on parle de la mobilisation des taxis. Et oui, ce mardi, une opération escargot était organisée et on en parle avec Pascal Gaucher, le président de l'UATS, l'Union des artisans taxis de la Sarthe. Et puis dans la suite, on parle héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et oui, Youssef Benhamar, adjoint délégué au sport, aux finances et à la politique de la ville d'Allonnes, sera là. Et nous nous poserons la question, quel est véritablement l'héritage de ces Jeux? Et on répondra probablement à cette question après l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 27 novembre, une mobilisation pour l'hôpital de Mamers-Alençon. Oui, près de 200 personnes se sont mobilisées ce mercredi après-midi pour s'opposer à des décisions de fermeture de lits ou encore de postes, mais aussi pour dénoncer un problème de communication autour du SMUR. Vous le verrez. L'usine Valeo ferme définitivement ses portes. Et puis c'est un film un peu spécial dont les principaux acteurs étaient en Sarthe hier. La projection du film des 24 heures 2024, c'était ce mardi au Palais des Congrès et de la Culture. Mais on ouvre ce journal avec une disparition inquiétante, Colin. Et qui alerte sur les réseaux sociaux. À l'heure où nous rendons ce journal, la publication a été partagée plus de 8000 fois. La jeune Naëlle, âgée de 13 ans, a disparu depuis lundi matin alors qu'elle se rendait au collège La Madeleine en transport en commun. Elle porte un ensemble de jogging gris, clair, une veste noire et des chaussures Vans noires et blanches. Son téléphone est éteint depuis lundi. Contacté, sa maman ainsi que toute la famille est très émue par la disparition de la jeune fille qui fêtera ses 14 ans la semaine prochaine. La famille remercie l'ensemble des personnes qui se mobilisent et du soutien reçu. Si jamais vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter l'hôtel de police du Mans au 02 55 46 20 00. Un appel à témoins a été lancé par la police. Inquiétude et incompréhension à l'hôpital de Mamers. Près de 200 personnes se sont réunies ce mercredi devant le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Les raisons sont multiples, des suppressions de lits, des suppressions de postes. Et puis ce mois-ci, le service du SMUR de Mamers est déclaré indisponible à plusieurs reprises, alors que le personnel hospitalier assure que le service d'urgence et de réanimation était bien ouvert. Un gros problème de communication, donc, qui pourrait mettre en péril la pérennité de ce service d'urgence médicale. Le reportage et les explications avec Alexandre Ferrer. Depuis plusieurs jours, le SMUR de l'hôpital de Mamers est déclaré indisponible. Une information que souhaite remettre au clair le personnel soignant et certains élus mobilisés. On a la chance ici à Mamers d'avoir un service d'urgence et de SMUR qui est opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le seul hors le Mans dans le département. Or, il a été ces derniers temps sous-utilisé. Notre crainte, c'est que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec une fermeture directe, ils le fassent par une dévitalisation du site en ayant un moindre recours à nos professionnels de santé. D'autres craintes, la fermeture de 38 lits depuis 2020, des postes supprimés, près de la moitié de l'effectif en moins au service de consultation spécialisée. On nous met des bâtons dans les roues quand il s'agit de recruter du personnel. On est obligé de recruter nous-mêmes le personnel et même quand on le fait, la direction ne suit pas, retarde les embauches. On a vraiment l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues et qu'on fait tout pour fermer Mamers. L'inquiétude plane encore chez certains riverains concernant la disparition d'un service de proximité. Cet agriculteur, proche de Mamers, était en urgence absolue suite à de multiples piqûres de frelons asiatiques. Les médecins m'ont dit que je suis descendu à 4 de tension et ils m'ont fait remonter à 25 de tension suite à une piqûre d'adrénaline. Et ils m'ont également dit que 2 minutes plus tard, c'était fini. Mon sort était scellé. Donc j'ai eu beaucoup de chance, tant mieux. Mais s'il n'y avait pas eu l'hôpital à 3 km, je ne serais pas là en train de vous parler. Un préavis de grève illimité est déposé par la section syndicale Force ouvrière à compter de ce mardi 27 novembre à minuit. C'est officiel, l'usine de Valeo à la Suze-sur-Sarthe va fermer ses portes. Oui, c'est une information de nos confrères de France Bleu Maine. Les salariés de l'usine Valeo attendaient qu'un repreneur se manifeste pour racheter le site. C'est lors d'un comité central que la décision a été prise. Malgré différentes actions sociales menées à la Suze-sur-Sarthe, l'activité va malheureusement cesser pour les plus de 250 employés du site. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Pascal Gaucher, président UATS. Eux aussi se sont mobilisés ce mardi et cela pourrait continuer les taxis. Le président de l'Union des artisans UATS, donc le taxi de la Sarthe, Pascal Gaucher,
est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des négociations entre la Caisse nationale d'assurance maladie et la Fédération nationale des taxis n'ont pas abouti. Et c'est donc pour cela qu'il y a eu une mobilisation locale ce mardi. Une cinquantaine de taxis, des ambulanciers. Et donc, il y a eu une opération escargot. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de votre colère ? Alors, les raisons de notre colère sont simples. On veut nous faire travailler demain à perte. Remettant totalement en question la viabilité de nos entreprises. C'est-à-dire que demain, nous aurons des remises sur nos compteurs jusqu'à 50%. C'est la moitié d'un trajet qui inimaginable. Là où on est dans l'incompréhension, parce qu'on voit M. Fatoum, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui nous explique que le transport de maladies est important, notamment pour les hospitalisations et surtout pour les dialyses et les chimios. Pour les dialyses et les chimiothérapies, c'est là où on fera le plus de remises. Donc demain, si les entreprises sont en faillite, il faut savoir que le taxi conventionné, c'est 40 000 véhicules en France, 14 000 VSL. Donc le premier transporteur maladie en France, c'est le taxi qui fait un travail de qualité. Si nos entreprises sont en faillite, comment les malades vont être transportés ? On a la santé des gens en face de nous. Il n'y a pas que le côté économique, il y a un côté humain qui... Justement, le côté économique est assez important et en tout cas, c'est ce qui avait été mis en avant par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est que 6,3 milliards, ça avait coûté 6,3 milliards d'euros en 2023. Et donc, c'est un levier d'économie de faire des économies justement là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on ne peut pas nier que le coût du SMIC a augmenté. Donc, forcément, nos tarifs ont été augmentés en partie, partiellement seulement. Nous ne sommes pas responsables d'une mauvaise gestion de l'assurance maladie. On peut noter quand même, on sait de sources sûres qu'il y en a 75 millions d'assurés en France pour 67 millions d'habitants. Et le taxi, lui, ne représente que 1,8% des dépenses de l'assurance maladie. Donc nous ne sommes pas responsables de ça. On peut aussi ajouter que l'éloignement des structures, les petites structures dans les petites villes n'existe plus, de moins en moins, il y a de moins en moins de spécialités. On est obligé de se déplacer de plus en plus. Donc le taxi conventionné est un maillon indispensable de la chaîne de soins. Justement, je vais y revenir dans quelques instants, mais vous avez parlé du fait que ça allait être un problème économique pour les taxis également. Et donc, en plus, on est déjà dans un territoire qui manque de transport pour les malades. Donc ça veut dire que si certaines entreprises venaient à fermer, ça compliquerait encore plus l'acheminement des personnes vers des lieux de soins. Oui, moi je siège en commission paritaire locale de l'assurance maladie depuis déjà 2020. Je peux vous certifier que systématiquement j'insiste pour qu'on ne freine pas l'augmentation du conventionnement des nouveaux véhicules, que ce soit pour les taxis, les VSL après c'est le côté ambulancier, parce que j'estime qu'à un moment donné il faut que les malades soient transportés. On ne peut pas créer une pénurie. Surtout que c'est une part essentielle de votre travail, c'est-à-dire que pas forcément vous spécifiquement, mais certains conducteurs, c'est 100% de leur chiffre d'affaires, c'est d'aller s'occuper des malades. Voilà. Dans les milieux ruraux, dans les petits villages, pour les taxis, c'est souvent 100% de leur activité. Donc si on se divise en effet par 2 le revenu au kilomètre, enfin pour les compteurs, ça devient compliqué à vivre. Et puis ce qu'on disait aussi, ce dont on a plus ou moins parlé, c'est que depuis 2008, vous faites des efforts auprès de l'assurance maladie. Tout à fait. Moi, je suis artisan taxi depuis 2000. Au départ, c'est moins de transport de malades, il y a moins de demandes, il y a un vieillissement de la population. En 2008, on nous a demandé de faire un effort sur les trajets pour les dépôts, les dépôts en hospitalisation, par exemple. Tout le monde était d'accord, mais là, au fil des années, on nous a demandé de faire des remises sur les consultations, sur les dépôts, sur les attentes. Il faut savoir que c'est 1h30 d'attente qui sont facturables à l'assurance maladie. Si nous, on attend 2h30, quand vous avez un salarié que vous devez payer en face, vous pouvez facturer 1h30, le salarié, lui, attend 2h30. Donc cette heure-là, entre deux, c'est l'employeur qui va prendre de sa poche. Donc ça met en difficulté les entreprises de taxis, et y compris les entreprises bicéphales qui ont aussi des taxis. Donc à un moment donné, voilà, je crois que la coupe est pleine, et là, on ne pourra pas accepter de remises supplémentaires. Et comment réagissent les patients, les clients que vous transportez, ou même les personnels soignants ? Alors, les patients sont très reconnaissants. J'ai encore eu des patients, on a d'excellents échanges. Parce que le taxi, je le redis encore, c'est pas parce que je suis syndicaliste ou que je suis taxi, parce que c'est une réalité. J'ai déjà pris le taxi quelques fois sur le Mans, par exemple. Ils font un travail, ils sont vraiment très sympathiques, très agréables. Au passage, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Et comment réagissent les personnes alors, du coup ?
Du coup, les personnes comprennent. Alors, on a des patients qui n'ont pas été emmenés. Ils comprennent très bien et ça les inquiète un petit peu. On a distribué des tracts pendant la... Oui, on a vu le tract d'ailleurs tout à l'heure à l'image. La suite, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez à travers donc, ce tract et ces revendications? Qu'est-ce que vous voulez? Et est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont envisagées? Alors, on est en réflexion pour l'instant. Je peux vous dire que ce n'est pas terminé, ça c'est sûr. Ce qu'on attend de l'assurance maladie, c'est de ne pas nous faire travailler à perte. Il y a des malades derrière et on ne peut pas jouer avec la santé des gens. C'est quand même... voilà. Et donc des négociations sont pour l'instant en négociation donc à l'échelle nationale. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Pascal Gaucher. Et puis on espère que la situation va s'améliorer pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le festival de cinéma Ma Mère sans Mars lance un appel aux dons. Le festival n'est pas épargné dans les coupes budgétaires annoncées par la présidente du conseil régional Christelle Morancet dans le secteur culturel. À 4 mois de l'ouverture de sa 35e édition, le festival Ma Mère sans Mars perd 18 500 € sur un budget total de 60 000 €, soit presque un tiers. Alors l'association lance un appel à la générosité ou à l'adhésion, comme le dit le créateur du festival Emmanuel Chevreul sur son Facebook. La cagnotte est disponible en ligne sur billetsweb.fr/cagnotte-mamers-en-mars. À noter que des passes pour le festival seront mises en vente début décembre, de quoi donner des idées de cadeaux de Noël. Et oui, Alexandre, on n'en a jamais été aussi proche. Tout à fait, Colin. Au Sablon, ce mercredi après-midi, tout était gratuit. Et oui, l'association Concordia a organisé une zone de gratuité, salle Barbara. Comprenait des stands avec des jouets, des vêtements, des livres et du nécessaire de cuisine, et tout cela gratuitement. Alors tout est parti très vite. Pour l'association qui organise aussi régulièrement des gratiférias, le but est de promouvoir l'économie circulaire et le réemploi de matériel. À l'abbaye de l'Épau, il sera possible de toucher une statue de la reine Bérengère de Navarre. Alors attention, tout de même, il ne s'agit pas de l'original, mais bien d'une maquette 3D réalisée en particulier pour des visiteurs aveugles ou malvoyants. Cette réplique miniature que vous voyez sur ces images fournies par le département, eh bien, elle représente le gisant de la reine en pierre de calcaire, dont l'original est situé dans le cœur de l'église abbatiale et est d'ailleurs classé monument historique. C'est une initiative donc, du conseil départemental réalisée notamment par l'association Valentin AUI pour offrir une expérience tactile aux visiteurs déficients visuels. Une foule nombreuse pour une séance de dédicace exceptionnelle. C'était ce mardi soir au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. 1300 personnes sont venues assister à la projection du film officiel des 24 heures du Mans 2024. Un événement qui a permis aux fans de rencontrer quelques-uns des pilotes qui ont marqué la 92e édition de la Classique Mancel. Le reportage d'Anthony Piton. Des fans et encore des fans. 1300 fidèles assistent à la projection officielle du film des 24 heures du Mans 2024. Mais avant la course sur grand écran, la course aux autographes. Alors je voulais la signature des pilotes du coup sur la toile de François Bruyère. Voilà, donc j'en avais déjà une et je voulais celle-là. Le trio vainqueur de l'édition 2024 aide la partie. Niklas Nielsen, Miguel Molina et Antonio Fuoco. Les pilotes Ferrari participent pour la première fois à cette soirée de l'ACO. Ça fait super plaisir d'être de retour au Mans. Évidemment, nous avons d'excellents souvenirs ici et vraiment content d'être ici avec Miguel et Antonio et voir tous les fans ici. C'est incroyable. C'est toujours la belle vie de penser à cette course. Et ouais, pour nous c'est vraiment important, vraiment unique. Et donc on va profiter d'aujourd'hui et essayer de nous rappeler ces images qui sont toujours spéciales. Le Sartois Arnold Robin est aussi là. Il n'a pas caché aux fans son envie de continuer sur Lexus. C'est vrai que là, ça nous ramène un petit peu, forcément dans l'année qui vient de se passer, et puis dans l'année qui va s'écouler. Donc non, ça remet tout le monde dedans, et puis ça donne envie d'y être pour l'année prochaine. L'enthousiasme est palpable parmi les passionnés. Pour eux, c'est l'occasion de revivre de près l'exploit sportif qui a fait vibrer le Mans les 15 et 16 juin dernier. En général, on les voit plutôt de loin ou à travers un écran, donc là c'est bien de pouvoir les approcher. Voilà, c'est super. Les fans vont maintenant revivre l'événement sur grand écran. Le film des 24 heures du Mans sera aussi diffusé sur la chaîne L'Équipe TV début juin 2025, juste avant la 93e édition.
On termine ce journal avec du sport et plusieurs informations concernant le MSB. Et oui, et la première, Alexandre, c'est le recrutement de Mehdi Nguama en guise de pigiste médical pour 4 semaines. Lui qui a déjà été coaché par l'entraîneur du Mans, Guillaume Vizade, à Vichy en 2018-2019. Il remplacera Abdoulaye Ndoye, touché au genou et indisponible tout le mois de décembre. Deuxième information concernant le club de basket Manceau, c'est la sélection de Noah Penda pour le All-Star Game où le jeune Manceau évoluera dans la Team France. Et celui que vous voyez à l'image, le meneur américain Trevor Hudgens, est lui sélectionné pour le concours de shoot à 3 points. Rendez-vous le 29 décembre. Et puis Yves de la Fouchardière et Christophe Lebouille sont reconduits respectivement en tant que président du conseil de surveillance et président du directoire. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On recevra Youssef Ben Ammar, adjoint à Allonne, pour parler de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui n'est pas vraiment effectif selon l'élu. Dans un instant, juste après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours. J'espère que vous avez passé une très bonne journée malgré, c'est vrai, des conditions météo qui ont encore été assez mitigées tout au long de la journée. Alors malheureusement pour votre soirée, ce sera sensiblement la même situation avec toujours de nombreux nuages, quelques gouttes de pluie également au programme. Alors les températures quand elles évoluent entre 9 et 11 degrés avec 9 degrés à Silleuil, 10 pour Alençon ou encore du côté de Mamers, comptez 11 degrés pour Laval ou encore au Mans, même chose pour la Ferté-Bernard ainsi que pour Vendôme. Pour la journée de jeudi au petit matin, bonne nouvelle les amis, on va de nouveau renouer avec cet anticyclone. Cela dit, encore quelques nuages au petit matin, alors des nuages qui, rassurez-vous, n'apporteront pas de précipitations, ça c'est l'autre bonne nouvelle du jour. Côté température, celle-ci évolue alors au petit matin entre 4 et 6 degrés avec 5 degrés pour Alençon, Mamers ou encore à Silleuil, 6 degrés au Mans, même chose pour la Flèche, pour Tours ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, on profitera de belles éclaircies. Alors très localement encore, une ou deux petites averses en cours d'après-midi. Des averses qui, rassurez-vous, resteront plutôt anecdotiques, de courte durée, mais également de faible intensité. Les températures entre 10 et 11 degrés. 10 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 11 degrés au Mans. Même chose pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Des températures qui resteront encore un tout petit peu au-dessus des normales de saison. Alors pour la journée de vendredi, on sera conforme aux moyennes saisonnières, les températures entre 7 et 10 degrés avec un franc soleil et ça devrait se confirmer pour la journée de samedi avec un temps, vous l'avez vu, plutôt propice aux activités en extérieur. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. On va faire d'abord un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et cet air devrait encore une fois être moyen ce jeudi à cause de l'ozone venu de l'océan, ainsi qu'une légère présence de particules fines PM 2.5, ces particules qui sont issues de chauffage au feu de cheminée. Donc la prévision, c'est une qualité de l'air qui sera moyenne en Sarthe ce jeudi. Bon, on va complètement changer de sujet, on va parler de sport avec Youssef Ben Ammar, adjoint délégué au sport, aux finances et à la politique de la ville d'Allonne. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va donc revenir sur une déclaration qui dit l'héritage des Jeux Olympiques. Et pour vous, c'est une déception. Pourquoi concrètement ? Effectivement, on a passé, je dirais, cet été, et notamment au mois de septembre aussi avec les Paralympiques, on a passé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un moment exceptionnel. On n'a pas de souci pour dire, et notamment sur la ville d'Allonne, que ce sont des Jeux qui ont été réussis, autant d'un point de vue organisation que d'engouement populaire. On a vu qu'il y a une vraie dynamique autour de ces Jeux. D'ailleurs, ça fait plus d'engagement de certaines personnes dans certains sports. Exactement, il y a une vraie dynamique autour des Jeux et les licenciés augmentent les différentes disciplines sportives et donc c'est une vraie plus-value. Et effectivement, en amont des Jeux Olympiques, on a le président de la République avec le gouvernement qui avait dit que l'héritage des Jeux devait perdurer après les Jeux Olympiques. Et nous, effectivement, sur la ville d'Allonne, on a dit chiche.
on prend le pari à bras-le-corps et on se dit, nous aussi, on va se saisir du plus grand événement sportif mondial pour nous aussi créer une dynamique autour des Jeux Olympiques et Paralympiques en accueillant différentes délégations, en créant des événements. La délégation cubaine en judo, par exemple. Exactement, la délégation cubaine en judo, la délégation malienne au foot et également aussi un boxeur de Palestine. Et effectivement, on a créé une belle dynamique, des Olympiades sportives, etc. On a eu les JO qui sont passés et malheureusement, on se retrouve à la rentrée après ce bel événement sportif et malheureusement, le compte n'y est pas. Et on se rend compte que le sport va rester le parent pauvre, je dirais, de ce gouvernement et d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue d'accompagnement du sport, le sport ne va pas être présent, notamment avec entre 14 et 15% du budget qui va être diminué. La généralisation des 2 heures de sport supplémentaires qui ne va pas perdurer. Donc tout ça mis bout à bout, on se dit que oui, l'héritage des Jeux est très loin. Est-ce que vous, Alon, justement, vous sentez quelque chose, un sentiment d'abandon, par exemple? Effectivement, on sent qu'il y a un abandon parce qu'on fait partie des villes urbaines, mais aussi en milieu rural. Il y a beaucoup de collectivités qui ont joué le jeu, je dirais, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et effectivement, on se sent un peu floué en se disant le compte n'y est pas et que comment nous allons continuer à accompagner le mouvement associatif sportif localement, comment nous allons continuer à rénover ou à créer de nouveaux équipements sportifs. Et on sait très bien qu'il en manque des équipements sportifs pour pouvoir accompagner les différentes disciplines. On se dit qu'il y a un décalage entre les mots et les actes. Justement, c'est ce que vous auriez espéré, peut-être plus d'infrastructures ou même plus de moyens financiers pour vous accompagner? Effectivement, nous, ça fait depuis maintenant de nombreuses années avec l'ANDES qui est l'Association nationale des élus au sport, où on se bat, on milite pour que le budget du gouvernement soit à hauteur de 1% à destination du sport, parce qu'on estime que le sport est vecteur d'énormément de choses, certes de cohésion sociale, certes le sport santé, et aussi autour de l'insertion, de la formation. Le sport a beaucoup de dynamiques positives. Et justement, on voit des images de la piscine qui servent justement à tout cela, à apprendre beaucoup de choses et à s'intégrer socialement. La piscine, c'est un bon exemple. Parlons du sport. Sur Alonne, la piscine, le déficit social, le coût pour une collectivité comme Alonne est de 700 000 euros. Et pourtant, il n'y a pas uniquement les Alonnaises et les Alonnais qui viennent pratiquer la piscine au sein de notre territoire. Sur le Mans Métropole, il y a Le Mans, Coulennes et Alonne qui possèdent des piscines. Donc on se pose la question comment on peut mutualiser, comment on peut créer les conditions que toutes les communes, notamment sur le Val de Sarthe, qui viennent faire de la piscine sur Alonne, que ce soit un équipement structurant pour une dynamique sur un territoire. Et effectivement, ces équipements sportifs mériteraient un accompagnement supplémentaire. Et justement, vous, ce que vous regrettez, c'est ce manque d'investissement. On parlait du sport comme vecteur social, mais c'est aussi un vecteur de fierté. Là, on est à quelques jours après le cross Le Maine Libre Alonne-Sarthe, qui se passe en plein milieu d'une zone prioritaire. On sort du cross international, on a fait les calculs pour faire un petit bilan un petit peu à chaud, c'est entre 22 et 23 000 personnes qui sont passées tout au long de la semaine, entre les scolaires, les athlètes, la semaine des As, le bol d'air, etc. C'est entre 22 et 23 000 personnes qui sont passées sur Alonne. Donc pour nous, c'est une fierté, parce que sur Alonne, et notamment à travers son maire, on milite pour que les villes populaires, et notamment les banlieues, soient une fierté, que les habitants des quartiers populaires soient fiers d'avoir des événements sportifs. Mais c'est une double fierté, parce qu'on se rend compte que des gens extérieurs de la ville d'Alonne viennent sur Alonne pour venir au cross, notamment aux 10 km. On a eu énormément de monde et se rendre compte... 5500 participants, le record de l'édition. Un record, et on se dit, ils sont venus en plein cœur d'un quartier prioritaire, Chaouet, et tout s'est bien passé. Et donc, ça ramène une image positive de nos quartiers prioritaires. Donc, le sport, effectivement, a beaucoup de valeur. Dernière question, on a dressé un constat jusqu'ici. Quelles sont, vos préconisations? Qu'est-ce que vous aimeriez? D'une part, je le redis, et effectivement, nous, on souhaite qu'il y ait 1% du budget qui soit alloué au sport, qu'il y ait un plan d'urgence, notamment sur les équipements sportifs. Ce qui veut dire 1% dédié au sport, ça veut dire quasiment le doublé. Exactement, le x2 de ce qu'il y a aujourd'hui, tout en sachant que là, on veut baisser de 15% le budget précédent, alors qu'il en manquait déjà. On propose aussi un accompagnement, notamment sur le prix des licences. On pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est compliqué d'accompagner soit eux-mêmes, soit leurs enfants pour prendre une licence. Et donc, du coup, il y a certes des dispositifs qui existent. Je prends ce que vous faites à Alonne, par exemple. Exactement, sur Alonne, on a Tout Sport. On est aussi très, très engagé aussi sur tous les accompagnements autour des licences du sport. Mais on pense qu'il faut encore... En fonction des critères sociaux pour nos téléspectateurs. Je pense qu'il faut aller encore plus loin pour que la barrière financière ne soit pas une barrière pour pouvoir pratiquer une activité physique et sportive. Et puis les infrastructures dont on a parlé, évidemment. Et puis la
présence du sport à l'école. Merci beaucoup Youssef Benhamar d'être venu sur notre plateau. Merci de votre invitation. Allez, on vous parle des invités dans Au Quotidien. Ce jeudi, nous recevons Jacques Gouffet, président de Cenovia. Avec lui, nous parlerons du projet de la première centrale photovoltaïque citoyenne à Domfront en Champagne. Et puis dans la suite, on courra pour la bonne cause avec Geoffrey Bougard, le président de l'ASPG, l'association Saint-Pavin-Gambetta. Il nous présentera l'édition 2024 des 3637 tours du Parc Monod ce samedi 30 novembre 2024. 3637 ou 3637 qui est le numéro du Téléthon. Et donc ça, c'est ce week-end. Et aujourd'hui, on est mercredi soir, donc c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand sur LMTV Sarthe. Au programme, on va vous emmener à un événement, les 100 ans de la batterie fanfare de l'Espérance de Loué, où on a rencontré la plus jeune membre de cette fanfare, Sacha, 6 ans. Regardez. C'est quoi ton instrument? C'est une cloche. Une cloche? Et c'est facile à jouer la cloche? Oui, il y a juste à taper et ça fait un son. Ah, donc c'est pour ça que tu te dis c'est chouette, c'est facile, je vais faire ça moi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est dans la batterie fanfare? Oui, il y a ma maman qui fait des xylophones. Ah, c'est pour ça, c'est maman qui t'a dit allez, on va faire de la musique ensemble? Non, c'est moi qui ai décidé de faire du clairon, mais je pouvais pas faire. Oui. Donc, il y a un monsieur qui m'a dit on essaye les percussions. Très bien. Donc j'ai choisi la cloche. Pour voir tout l'extrait ainsi que les autres événements où un mandat s'est infiltré, eh bien rendez-vous à 19h dans quelques instants sur LMTV Sarthe. Quant à nous, dans l'information, on revient à 18h30 ce jeudi en direct. Bonne soirée, salut.